merci aux amis du monde diplomatique de nous avoir invités et merci à toutes et à tous d'être venus. Ouais, merci de ma part. Je suis le co-auteur de livre avec Alberto, je m'appelle aussi Alberto. Et bon, je voudrais pour remercier et aussi vous raconter un peu ce qu'on va traiter pendant cette soirée, comment on a pensé à organiser notre exposé. Donc on pensait d'abord vous raconter un peu le contexte social et économique de l'Espagne de ces dernières 5 années, le contexte dans lequel Podemos est né. Ensuite, passer en revue un peu les modes de fonctionnement de Podemos et quelques innovations Podemos a mis sur la scène politique espagnole et qui lui ont permis d'avoir une adhésion assez importante pour un parti de gauche en Europe. Et après, on voudrait faire un petit bilan de ce qui s'est passé ces 3 dernières années. Podemos est né en 2014, maintenant on est en 2017, donc il y a eu 3 années, donc savoir un peu qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux à Podemos. Et pour finir, on voudrait parler un tout petit peu du municipalisme et comment Podemos s'est impliqué aussi dans les mouvements des villes rebelles qui a pris une grande force en Espagne. Voilà. Mais peut-être, avant de commencer à vous parler de Podemos, on pourrait aussi vous parler un peu de pourquoi on a décidé d'écrire ce livre-là. Parce que ni Alberto ni moi, on est des écrivains ni des politologues. Donc on est tous les deux scientifiques. Moi, je suis mathématicien, je suis maître de conférence à Paris 6. Et lui, il est chercheur en physique au CNRS. Et donc c'est pas très habituel que 2 scientifiques écrivent des livres en sciences politiques. Donc notre livre, c'est le fruit de beaucoup d'échanges. Donc Alberto et moi, on se connaît depuis 2011, à peu près depuis le mouvement des indignés. Donc moi, ça fait très longtemps que j'habite à Paris, ça fait presque 20 ans que je suis là, je suis venu ici pour faire mes études. Et donc quand on s'est rencontrés, on était dans 2 positions un peu différentes. Donc, moi, j'étais un amoureux de la France et j'avais vécu ici les noms dans la Constitution européenne, la politisation des Français. Et à l'époque, donc en Espagne, à mes yeux, et on faisait des manifestations juste parce qu'on ne nous laissait pas boire dans les rues. Et Alberto, il m'a montré une Espagne différente. Donc lui, il était un amoureux de l'Espagne. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à faire des échanges. Et donc lui, il a commencé à me montrer des vidéos qu'à l'époque, donc Podemos n'existait pas, mais c'était les vidéos de la Tuerca, donc les programmes de télé que Pablo Iglesias avait à l'époque. Et donc, on a commencé à faire des échanges. Et juste après la création de Podemos, on était à Noël à Séville, chez moi. Et on se disait qu'il n'y avait pas trop de textes en France qui expliquent Podemos, pourquoi Podemos, comment Podemos. Il y avait juste un petit texte de Renaud Lambert au Monde diplomatique, mais les autres textes qu'on trouvait, ils n'étaient pas très clairs, les informations étaient un peu confuses. Donc on s'est dit, pourquoi pas, peut-être on pourrait écrire, puisque nous on connaît, on milite, on participait au cercle Podemos Paris et on connaissait bien. Et on s'est dit aussi, bon, nous on est professeurs, on est chercheurs, donc peut-être qu'on peut juste expliquer, prendre toute l'information qu'il y a en Espagne sur Podemos et essayer de faire un petit résumé pour essayer d'ordonner les idées et expliquer qu'est-ce qu'il y a qui pourrait intéresser ici en France. Étant aussi chercheur, donc aussi au début, la première idée du texte, donc nous on avait lu Piketty et on s'est dit on va faire un texte avec plein de graphiques et des tableaux. Parce que nous, on aime bien les graphiques et les tableaux. Alors, quand on est allé chez notre éditeur avec les graphiques et les tableaux, ils nous ont dit, écoutez, 32 graphiques, c'est trop. Donc, ils nous ont laissé mettre 2. Et après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un site web. Et on a mis tous les graphiques qu'on avait déjà prêts, on les a mis dans les sites web. Donc, en gros, c'est ça. Et l'idée qu'on avait à l'époque, donc il y a 2 ans, de pourquoi écrire un livre, même si peut-être maintenant il y a aussi un autre intérêt. Ouais, juste pour finir l'introduction d'Alberto, on aura l'occasion de discuter, je pense, et vous verrez un peu ce qu'on vous raconte, et certainement vous connaissez déjà un peu Podemos, mais il se trouve que là, on commence à sentir qu'il y a une atmosphère aussi en France qui est peut-être propice à que quelque chose de nouveau à gauche passe, ça arrive.
Donc il y a, vous allez voir, on va parler un peu de corruption. Là, on parle beaucoup de corruption ici. Et il commence à avoir une prise de conscience par rapport à cette thématique qui a été, comment dire, la corruption a fait beaucoup de dégâts en Espagne. Et c'était une des causes de l'émergence de ces mouvements sociaux qui ont permis à la suite l'apparition de Podemos. Mais il y a aussi un discrédit par rapport aux partis traditionnels. Et même à gauche, c'est pas évident de comment participer dans ces partis, qu'est-ce qu'on espère de ces partis. On voit aujourd'hui que même Mélenchon se positionne en dehors d'un parti pour avoir c'est un peu se défaire de ce discrédit des partis traditionnels. Donc on va voir que Podemos est né dans cette ambiance-là aussi, et il peut y avoir des choses intéressantes de l'expérience espagnole qui pourraient peut-être inspirer une nouvelle gauche qui émerge ici ou qui se reconfigure ici à partir de peut-être mai. Oui, donc la première chose, si on veut comprendre, donc, notre idée, ça serait de vous faire comprendre comment Podemos est né, pourquoi il est né, pourquoi il a fait certains de ses choix. Mais alors, pour comprendre ça, et c'est ça qu'on écrit aussi dans le livre, une première partie, ça serait de voir dans quel contexte Podemos est né, comment c'était l'Espagne et juste d'après la crise économique de 2008, qu'est-ce qui s'est passé en Espagne et voir s'il y a certains parallélismes avec ce qui se passe ici en France ou pas, et voir quelles sont les questions que Podemos s'est posées d'après le contexte dans lequel il est né. Donc, il faut revenir quelques années en arrière. On peut se situer en 2010-2011, en pleine crise économique. Et donc, la crise économique frappe l'Espagne de façon très forte. Donc, on passe de 8% de chômage en 2008 à 20% en 2011. Et aussi, les expulsions des logements commencent à être un drame très répandu. Donc, vous pouvez voir ici le nombre total des essais hypothécaires. Et donc, suite à une manifestation sous les slogans « Nous ne sommes pas des marchandises dans les mains des politiciens et des banquiers », le mouvement des indignés, le mouvement de la Puerta del Sol, le mouvement qu'en Espagne est connu sous le nom du 15 mai, émerge. Alors ça, c'est un mouvement qui est très important pour comprendre la naissance de Podemos. Donc ici, on dit aussi que Podemos est le parti des indignés, c'est pas vrai. Donc on va essayer aussi de voir pourquoi ce mouvement est important et s'il y avait des choses à l'époque qui sont aussi valables aujourd'hui en France. Alors, donc, quelque chose qui est important à savoir du mouvement des 15 mai, c'est qu'il a une portée très très importante. Donc, elle prend lieu en 60 villes et les campements durent pendant un mois, environ un mois. Et donc, il y a 1 million de personnes qui sont dans les campements, dans toute l'Espagne, mais il y a 8 millions de personnes qui visent à avoir participé à une assemblée ou à une manifestation ou à quelque chose organisé dans les campements. Et 35 millions, c'est-à-dire 75-80% de la population espagnole, étaient d'accord avec les choses qu'on disait dans les campements du 15 mai. Donc la portée était formidable. Alors, et tout cela, ici en France, c'est aussi peut-être surprenant, c'était en dehors des syndicats. Les syndicats n'ont pas participé dans ces mouvements. Et voilà. Donc quelque chose d'autre aussi qui est important, c'est que ici ou dans les médias, et même dans les médias en Espagne, on a essayé de faire voir que c'était un mouvement isolé. C'est quelque chose qui est d'un coup paru dans les places espagnoles. Et non, c'est quelque chose qui a toute une généalogie. Il y a toute une généalogie des mouvements qui ont précédé les mouvements du 15M et qui ont été très importants aussi pour la naissance du 15 mai. Voilà. Donc, et aussi, donc, on pense que ça a duré un mois et après ça s'est arrêté. Et non. Donc, les années d'après, on était les mouvements et on était les années où il y a eu le plus de mobilisations et de manifestations dans toute l'histoire récente de l'Espagne. Alors, il y a eu des conséquences importantes de ce mouvement. Une d'elles, c'est par exemple la communion entre militants et ce qu'on appelle les nouveaux venus. Donc, les gens qui n'avaient pas participé les premiers, c'était plutôt des révolutionnaires, les autres étaient plutôt des réformistes. Et donc, cette communion, le fait qu'ils se trouvent au même endroit pendant un mois, ça a été important et pour les uns et pour les autres. Pour les militants, ça leur a permis d'apprendre un langage des masses, à pouvoir communiquer avec des gens qui ne sont pas si politisés qu'eux. Et pour les nouveaux venus, donc ils ont appris les assemblées, ils ont appris, ça a été comme une école des politiques, pendant un mois une école intense des politiques.
Et quelque chose aussi de très important, c'est que le mouvement du 15 mai, il a mis au plan collectif des problèmes qui jusqu'alors s'étaient pensés comme des problèmes personnels ou isolés. Si tu es au chômage, c'est parce que tu n'as pas bien travaillé, parce que tu n'as pas assez de formation. Si tu es expulsé, c'est parce que tu as joué avec ton argent. Et non. Et toutes ces choses se passent là parce qu'il y a eu des choix politiques. Et donc ça commence à se voir comme des choix que des politiciens ont fait et qui pourraient se faire autrement. Et quelque chose d'autre qui est important, c'est que les 15M peut se voir aussi comme un symptôme d'une crise culturelle. Donc alors les crises culturelles, c'est un peu comme la faim. Quand on a faim, on peut manger n'importe quoi. Alors en Espagne, et grâce au 15 mai, ça s'est rempli avec une certaine pensée de gauche. Et ici et dans d'autres pays, donc cette faim est remplie par des subjectivités plus xénophobes. Donc en Espagne, on dit que le 15e, ça a été une espèce de vaccin contre l'extrême droite. En Espagne, il n'y a pas des partis dits d'extrême droite. Alors, si dans un monde aussi beau, dans le 15e, et dans cette époque-là, pourquoi un parti politique? Pourquoi a-t-on besoin d'un parti politique s'il y avait une grande mobilisation dans les rues? Est-ce qu'on a besoin d'un parti politique? Alors, même si les choses dans les rues s'est passé ainsi, donc dans le monde institutionnel, les choses étaient complètement différentes. Donc en 2011, il y a eu des élections et il y a à la droite le PP qui a emporté les élections. Donc il y a commencé l'austérité, ils ont changé la loi du travail, etc. Et aucun parti semblait donner réponse à ce que les gens qui manifestaient avaient en tête. Donc même pas Izquierda Unida, les fronts de gauche espagnols, semblaient avoir ceci, ce que les gens demandaient dans les rues. Donc il y avait une crise des représentations et l'abstention a atteint son maximum historique. Alors, en 2013, Pablo Iglesias et ses collègues à la fac, ils ont dit, bon, peut-être c'est le moment de créer un parti politique. Donc, comment créer un parti politique? Donc, c'est un peu sur ça qu'on voudrait se centrer aujourd'hui, parce que peut-être c'est une question qui peut se poser dans 2-3 mois. Donc, comment faire pour créer un nouveau parti politique du néant, ex nihilo? Comment faire pour avoir un nouveau parti politique? Alors, une des premières choses auxquelles ils ont réfléchi, c'est qui peut nous voter. Alors à l'époque, il y avait 2 groupes de personnes très différenciés qui ne se sentaient pas représentés. Alors d'un côté, il y avait une certaine classe moyenne indignée. Une classe moyenne qui avait souffert une certaine débâcle existentielle, et dans le sens où ses expectatives avaient échoué. On nous avait promis ceci ou cela, c'est faux, on vit encore chez nos parents. Et d'un autre côté, bon, ces gens-là, ils possédaient un capital culturel nécessaire pour faire des manifestations, mais leur souffrance était limitée, et donc sa capacité aussi de mobilisation et de changer les choses était aussi limitée. Et d'un autre côté, il y avait ce qu'on appelle, Guy Standing appelle les précariats. Donc des gens qui ont vraiment souffert la crise, qui ont été expulsés de leur maison. Mais ces gens-là, donc une des caractéristiques fondamentales du précariat, c'est le fait que c'est une classe individualiste, où il y a un manque. Donc c'est un produit du laboratoire néolibéral et qui n'a pas trop de solidarité. Donc comment faire pour créer un parti politique qui puisse d'un côté attirer ces gens-là qui sont très politisés, les indignés, et d'un autre côté les précaires. Donc c'est dans ces milieux-là où Podemos est né. Peut-être tu peux... Ok. Donc dans cet épuisement des mouvements sociaux fin 2013, dans la visée d'essayer de construire quelque chose qui représente ces précariats et ces classes moyennes qui se sentent plus représentées et qui sont touchées pour la première fois depuis 30 ans fortement par la crise. C'est-à-dire là, on se retrouve dans un moment où les enfants, les jeunes, les nouvelles générations, ont des perspectives de vie qui sont moins bonnes, moins prospères que celles de ses parents. Donc ça c'est assez dramatique. C'est-à-dire qui étudie ou pas forcément, mais qui
qui évoluent du point de vue professionnel beaucoup moins facilement. Donc, comme dit Alberto, une des caractéristiques donc, dans ce contexte, c'est pour la question de former un parti capable d'attirer ces voix-là, mais aussi dans ce contexte de mobilisation sociale forte où, dans la Puerta del Sol, on a appris à agir, interagir les uns avec les autres avec une grande horizontalité. Okay? Donc, tout nouveau parti qui veut représenter ces gens-là qui sont à la Puerta del Sol, mais aussi ceux qui ne sont pas, espère un parti qui soit radicalement démocratique, c'est-à-dire que la participation soit forte. Donc, en janvier 2014, Pablo Iglesias et des collègues se lancent dans la formation de ce parti et il commence à le travailler, à l'organiser, à le construire. Et je pourrais diviser en trois parties, en trois axes, un peu les caractéristiques qui ont permis que les partis très vite, c'est-à-dire au bout de 5 mois, ils ont eu 1 million de voix. Au bout de 2 ans, comme on va voir plus tard, Podemos a reçu 5 200 000 voix. Donc, comment on a pu construire plus de 20%. Plus de 20% de l'électorat. Donc, comment on a pu construire ces partis qui sont capables d'attirer cette adhésion forte. Donc, d'un côté, il y a un élément fondamental que je pense qu'il faudrait vraiment se poser ici, pour toute entreprise politique sous forme de parti. Il y a la construction d'un récit. Donc, Podemos a beaucoup travaillé un récit qui soit capable d'attirer les gens, c'est-à-dire qu'ils soient capables, ça sonne un peu machiavélique, il y a un peu de Machiavel dedans, sans doute, mais ils ont construit un récit, une lecture de la situation espagnole qui était la meilleure lecture de tout le spectre politique, c'est-à-dire ce qui s'est passé à la Puerta del Sol, les gens ont commencé à réagir et à se dire c'est pas une crise qu'on est en train de vivre, c'est une escroquerie. C'était un des slogans fondamentaux du 15 mai. Et ce slogan-là, qui est une réalisation collective et géante, comme dit Alberto, avec des millions de personnes qui ont participé à ce mouvement et du coup qui ont été touchées par cette réalisation qu'il y a une autre façon de gérer le commun, l'ensemble, qui n'implique pas la crise économique qu'on est en train de vivre. Donc, ils ont repris ces slogans et ce qui est derrière ces slogans, c'est-à-dire ils ont fait une lecture de la situation, justement qui sont les précaires, qui sont les plus démunis, les problèmes des expulsions de logement, et bien sûr le chômage, et la perspective qu'il y a une classe politique qui vit au dos des gens, des citoyens. Et cette lecture de la situation espagnole, qui avait été déjà commencée par les citoyens eux-mêmes, ils ont approfondi dans cette lecture et ils ont construit un récit qui permettait à chacun de se projeter dans cette lecture et du coup, à partir de cette lecture, de construire un horizon du possible où la prise en main des citoyens, de la politique par les citoyens, était au centre. Voilà. Donc, la construction de ce récit qui a permis beaucoup de gens de s'identifier a été un élément fondamental. Et comment répandre ce récit, comment répandre cette idée, comment les rendre publics. Bon, ils ont beaucoup joué avec les médias. Donc, Podemos, depuis le début, a brisé un certain nombre de stigmas de la gauche, et notamment, par exemple, celui des médias. Ils ont profité du fait que le discours était attractif et que du coup, quand ils passaient à la télé, l'audience montait. Et du coup, les télés ont continué à appeler à ces gens-là qui racontaient ça pour faire passer tous ces messages, pour approfondir ce discours, ce récit qui a permis à beaucoup de monde de s'identifier. Donc ça a été un élément fondamental. Et pour faire ça, ils ont utilisé un langage simple, accessible, et ils sont devenus la voix de tous ces précaires et de toutes ces classes moyennes qui étaient au centre de la crise économique espagnole. Disons que pour contextualiser, donc, comme je disais tout à l'heure, il y avait les précaires et il y avait les indignés, comme ces deux groupes. Alors, les indignés ont voté le premier Podemos, celui des élections européennes, quand ils n'étaient pas
très connus. Donc ces gens-là qui étaient très politisés, ils ont commencé à voter à Podemos. Mais grâce à ce qu'Alberto raconte, grâce au fait qu'ils ont réussi à aller dans les médias et qu'ils étaient invités toutes les soirées, il y avait quelqu'un de Podemos qui parlait et qui ce qu'il disait et faisait monter les audiences des médias. Donc ça a commencé à se répandre vers les autres, vers les précaires. Donc les premiers Podemos, c'était un Podemos de gens qui étaient politisés, mais pour arriver à ces gens qui étaient précaires qui étaient plus individualistes, il a fallu faire ces choix aussi des messages simples dans les médias. Et finalement, ces gens-là qui n'allaient pas voter, maintenant sont allés voter et Podemos. Bon, ça c'est le premier élément, la construction d'un récit séduisant et capable de toucher un spectre large de la population. Le deuxième élément, comme on a dit tout à l'heure, dans cette atmosphère post-15 mai, post-mouvements sociaux très participatifs, très horizontaux, Podemos construire une organisation. Pour construire une organisation, il faut casser cette dynamique d'horizontalité. C'est-à-dire l'organisation politique, par définition, demande une représentativité, demande une structuration qui n'existait pas dans les mouvements sociaux qu'on avait auparavant, mais qui est nécessaire pour construire un parti qui puisse se présenter aux élections, tout simplement parce qu'il faut déjà choisir des représentants qui aillent dans la liste électorale, tout simplement. Donc, Podemos, qui est né du rien, effectivement, donc il n'a pas d'héritage d'autres organisations précédentes, et peut se poser cette question de façon hyper ouverte, donc et vraiment de façon radicale même. Et donc, Podemos construit lors d'une assemblée, une grande assemblée qui a lieu en octobre 2014, à laquelle participent 150 000 personnes à peu près, et construit ce parti, et ce parti garde une organisation énormément démocratique par rapport à ce qu'on connaît en Espagne. Donc, je vous raconte un tout petit peu comment ça marche. Donc, à Podemos, il y a en gros 3 niveaux de participation. Il y a la base, ce qu'on appelle l'Assemblée citoyenne. Il y a ensuite, je vous dis qui forme l'Assemblée citoyenne, il y a ensuite un bureau élu de 62 membres, qui est ce qu'on appelle le Conseil citoyen. Et ensuite, il y a l'exécutif, formé par le secrétaire général ou la secrétaire générale et des gens de sa confiance. Bon, cette base, ce qu'on appelle l'Assemblée citoyenne, est formée de tous les inscrits à Podemos. Et je dis bien tous les inscrits à Podemos parce qu'à Podemos, on a cassé un tout petit peu l'idée d'adhésion à un parti. C'est-à-dire, pour s'inscrire à Podemos, il n'a pas besoin de payer une cotisation, il n'a pas de cotisation. Il suffit d'aller sur Internet, ça prend 2 minutes, on pourrait le faire tout à l'heure si vous voulez, et en 2 minutes, on s'inscrit sur le site web, on a besoin juste d'un téléphone portable et d'une carte d'identité, c'est tout. Et cette inscription, l'objectif de rendre si ouverte la participation à Podemos, c'est de pénétrer le plus possible dans la société civile. Donc cette inscription donne droit au vote, à tous les votes qui ont lieu à Podemos. Et à Podemos, les inscrits votent vraiment les choses les plus importantes du parti. C'est-à-dire, pour vous dire une petite liste des choses qu'on a votées, des éléments qu'on a votés depuis l'organisation, depuis la création du parti en 2014. On a voté les statuts du parti à 2 reprises. On a fait une première version et là, il y a un mois à peu près, on a revoté. La dernière fois, 150 000 personnes ont participé au vote de ces statuts. Ce n'est pas seulement les votes, il y a aussi la création des statuts. On peut proposer des documents. Il y a énormément de propositions. On vote les motions politiques, c'est-à-dire les éléments centraux de la ligne politique du parti. On vote tous les membres de ces conseils citoyens, de ces 62 personnes, donc on les vote tous. Ce n'est pas seulement qu'on vote ces gens-là de façon directe, on peut aussi être éligible directement. On vote toutes les listes électorales, c'est-à-dire quand même municipales, tout. Oui, tout à fait. Donc les listes électorales, c'est aussi quelque chose d'un peu surprenant, c'est-à-dire que quand on forme la liste pour les élections, on peut bien se présenter en tant qu'inscrit à Podemos et être voté, ça est voté. Les accords pré- et post-électoraux avec d'autres partis, et on a eu ça. Ici, il y a eu ces dernières semaines des pétitions pour que Hamon et Mélenchon, par exemple, forment une alliance
à la présidence, qui sont tranchés dans un repas, dans un restaurant à Paris. Et bon, cette question s'est posée aussi à Podemos, par exemple. Est-ce qu'il fallait aller ou pas en alliance avec la gauche traditionnelle espagnole, Izquierda Unida, les fronts de gauche espagnols. Et on a fait un vote et on a eu une réponse à cette question. La réponse a été oui, on va avec eux. Eux, de leur côté, ont fait la même chose et bon, on a fait une coalition. Ce n'était pas évident qu'on fasse une coalition parce que ça cassait certaines stratégies de, par exemple, ne pas se positionner explicitement à gauche, par exemple, qui était une des stratégies dont on pourrait parler plus tard, si vous voulez, de Podemos. Donc, tous ces éléments, on les vote. Un autre élément qu'on vote, c'est le programme électoral. Ce n'est pas seulement qu'on les vote, on les construit. Donc, on a un forum Internet qui est assez visité, en fait, complètement accessible. Les premières années, il y a eu 10 000 visites par jour. Maintenant, on est plutôt dans les 2 000, 3 000 visites par jour. Mais sur ce forum, on a construit le programme du parti, qui est un programme à gauche, même sur certains aspects plus à gauche que celui du Front de gauche espagnol. Et là, ce qu'on vous passe, ça a l'air d'être un catalogue IKEA, mais en réalité, c'est un programme de Podemos. Et donc, vous verrez, on utilise la même typographie que sur un catalogue IKEA. Et dans ce programme, on peut lire de façon plus, plus simple et plus, moins lourde que sur un bouquin les propositions de ce programme. En plus, il y a des photos de tous les candidats. Donc, et toutes leurs maisons. Toutes leurs maisons. Oui. Donc dans la construction de ce programme, sous cette forme-là, ça fait partie aussi de ces idées de rendre les récits, de rendre les discours très accessibles à une majorité sociale. C'est-à-dire de sortir vraiment du discours de la gauche plus identitaire. Identitaire, je veux dire, marxiste, qui fait appel à ces symboles, au drapeau, à l'international, etc. Et même si le programme il est autant à gauche, je dirais même plus que par exemple celui de la France insoumise, mais de rendre ces propositions plus accessibles, plus attirantes. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième élément, la participation. Ouais, la participation. Et il y a aussi des éléments qui existent au sein du parti qu'on voudrait un jour voir aussi à l'Assemblée nationale. Par exemple, les révocatoires et les référendums internes. C'est-à-dire, tous les postes internes à Podemos, on peut les révoquer. On peut les révoquer par pétition des inscrits. Si 20% des inscrits décident de révoquer Pablo Iglesias, il doit partir. Donc 20% décident qu'il y ait un référendum au sein de Podemos pour qu'il parte. Si 20% de personnes, et il y a une façon de créer, donc d'appeler à tous les votants de Podemos. Donc si 20% se pose la question, est-ce que Pablo Iglesias est celui qu'on veut ou pas? Donc il y a un référendum au sein de Podemos, et puis si c'est dit oui, donc Pablo Iglesias ne peut pas partir. Oui. Ce sont seulement les adhérents ce sont seulement les adhérents de Podemos qui votent pour la révocation? Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est les inscrits. C'est les inscrits. Il peut y avoir des manœuvres d'autres partis. Là, on pourrait en discuter si vous voulez après. C'est donc une très très bonne question. Non, mais c'est super. Mais effectivement, toutes les personnes qui sont inscrites, on ne contrôle pas qui s'inscrivent. C'est complètement ouvert. Ça fait partie de la stratégie de vraiment irriguer la société civile. Même aussi, quand ils ont voté, donc après les élections, on a voté si on allait permettre les PS, les PSOE, et accéder au pouvoir. N'importe qui pouvait voter. Mais... Tout à fait. C'est exactement le même principe. Sauf qu'il y a un élément symbolique. Il faut aller sur le site web de Podemos, il faut s'inscrire. Bon, si un socialiste est prêt à passer par ça, c'est trop simple, hein, pourquoi pas. D'habitude, on clôture la possibilité de participer à une élection, un vote interne, 3-4 semaines avant que le vote ait lieu. Okay? Donc, on peut s'inscrire toujours après, mais on n'a pas le droit de participer à ces votes-là. On pourra participer à tous les votes après, juste pour éviter ce type de manipulation. Mais pour l'instant, on n'a pas eu de problème là-dessus.
Et on peut aussi déclencher des référendums internes, comme on voudrait faire à l'Assemblée nationale. Et pour ça, il faut aussi un pourcentage d'inscrits. Je trouve que ces pourcentages d'inscrits sont beaucoup trop élevés. Ils sont 20% par les Alberto, mais aujourd'hui, on a 450 000 inscrits. Donc 20%, ça fait 90 000. C'est impossible. Il n'y a pas eu d'essai de déclenchement de révocatoire, mais il y a eu des essais de faire des référendums internes pour faire une proposition, par exemple. Et ces propositions n'ont pas abouti au minimum de 10%, 45 000, parce que c'est des seuils trop élevés. Ce sont des choses que, à mon avis, Podemos devrait améliorer, mais on pourra en discuter un peu à la fin.